Bonjour tout le monde, on va vous laisser vous connecter tranquillement. Rebonjour pour ceux qui nous rejoignent pour plusieurs fois cette journée-là. On va patienter encore quelques instants avant de commencer le webinaire. Merci d'être présente avec nous. Hmm, On va attendre 3h02, puis on va pouvoir commencer le webinaire. Et bon, ben, on va débuter. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Je suis ravie de pouvoir vous accueillir pour ce webinaire sur la finance climatique et les politiques publiques. Donc, avant toute chose, même si cet événement est en virtuel, nous rejoignons cet appel de différents lieux à travers ce que nous appelons aujourd'hui le Canada. Donc, je vous rejoins personnellement de Tiohtià:ke, ou communément connu sous le nom de Montréal, un territoire qui a longtemps servi de lieu d'échange et de rencontre pour les personnes, les peuples autochtones, y compris les nations Haudenosaunee et Anishinaabe. Par la présente, nous tenons à honorer, reconnaître et respecter ces nations à titre de gardiennes traditionnelles des terres et de l'eau sur lesquelles je vous rejoins aujourd'hui et je tiens à les remercier pour leur hospitalité qui me permet de me joindre à vous dans de bonnes conditions pour participer à cet appel. Euh, donc tout d'abord, ben, nous souhaitons remercier nos commanditaires et les organismes partenaires des dialogues qui nous ont permis l'organisation de ce bel événement. Les dialogues pour le climat, c'est 2 semaines de rencontres intersectorielles qui coïncident avec les dates de la COP. Donc cette année, la COP 28, comme vous le savez. Les dialogues offrent une plateforme vraiment propice aux échanges et à l'apprentissage, que ce soit sur des sujets relatifs au COP ou sur des sujets environnementaux québécois et canadiens. Les dialogues, ils ont pour but de rehausser l'ambition climatique et de sensibiliser à l'environnement et aux négociations climatiques internationales, ainsi que de mobiliser la société civile. Donc, pour accéder à l'ensemble de nos panels, je vous invite à regarder notre programmation dans le chat. Et voilà. Puis, au niveau du fonctionnement de l'événement, cet événement, il est évidemment enregistré. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise avec cela, je vous invite à ne pas ouvrir votre caméra ou votre micro lorsqu'on ouvrira la séance aux questions. Euh, Comme je viens de vous le dire, vous allez pouvoir poser des questions tout au long dans le chat. N'hésitez pas à le faire. Surtout, c'est vraiment super si vous êtes intéressé et que vous voulez réagir ou poser des questions à nos panélistes. Et ensuite, on aura une quinzaine, vingtaine de minutes à la fin du panel pour pouvoir justement répondre à vos questions. N'hésitez pas à lever votre main et moi, je pourrai ouvrir votre micro. Donc, ça nous fera un plaisir de répondre à toutes vos questions. Donc, sans plus tarder, je vous présente Christelle Papineau de Sortons la caisse, qui est notre animatrice aujourd'hui. Bonjour Christelle, merci d'être avec nous. Salut Marie, ça me fait plaisir d'animer cette belle rencontre. Merci de l'invitation en tout cas. Donc voilà, Christelle Marlène Papineau, je suis responsable de la coalition Sortons la caisse du carbone. Donc juste me présenter brièvement avant de présenter les gens qui m'accompagnent aujourd'hui. La coalition Sortons la caisse du carbone, donc on est des organisations et aussi des citoyens et citoyennes qui visent à mettre une pression constructive sur la Caisse de dépôt et placement du Québec pour qu'elle désinvestisse des énergies fossiles. Et on a ajouté plus récemment à notre mission, donc on demande aussi que la CDPQ respecte davantage la biodiversité, les droits humains et les droits des peuples autochtones également. Voilà. Et donc, pour cet événement, on va chercher à répondre à quelques questions avec les intervenants que je vous présente dans quelques instants. Sinon, on va se poser la question suivante, à savoir, est-ce que les politiques publiques
sont des instruments de changement et de transformation, donc qui sont capables de créer un avenir où nos modèles économiques favorisent la préservation de notre planète et le bien-être de nos sociétés également. Donc, on est dans la journée de la finance à la COP 28 le 4 décembre. On va faire le lien avec ça aujourd'hui également. Donc, avec moi, j'ai donc Karine Pelofi. Bonjour, Karine. Bonjour. Donc, Karine Pelofi, qui est conseillère aux affaires parlementaires au bureau de la sénatrice indépendante Rosa Galvez. Bienvenue. J'ai aussi Julie McClatchy, qui est analyste politique chez Oxfam Québec. Salut, Julie. Bonjour à vous. Et le dernier, et non le moindre, donc M. Bernard Ndour, directeur général à Cap Finance. Bonjour, Bernard. Oui, bonjour tout le monde. Donc, je suis le Fonds de finances sociales Cap Finance. Merci de l'invitation et un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup. Fait que peut-être je vous laisserai un petit 30 secondes, une minute, juste pour nous dire un petit top chrono là, de ce que vous faites, qu'est-ce que font vos organisations en finances durables et peut-être faire un lien avec ce pourquoi on vous a invité aujourd'hui donc à parler de flux financiers, finances durables, politique publique également. Donc, on pourrait commencer par, tiens, le seul homme parmi nous, commençons par Bernard. Oui, qui se sent très privilégié et très intimidé par la qualité des panélistes qui sont là. Donc, rebonjour tout le monde. C'est un grand plaisir d'être ici avec vous. Merci Christelle d'introduction. Donc, moi, mon nom, c'est Bernard Ndour. Je suis d'une organisation qui s'appelle le Fonds de finance sociale Cap Finance, qui est en fait une initiative du gouvernement fédéral et qui est une illustration assez concrète de comment des politiques publiques peuvent faire un lien avec des flux financiers, parce que c'est une initiative qui provient du gouvernement fédéral qui sert à mobiliser du capital pour améliorer l'accès au capital à des organisations de vocation sociale d'un peu partout au Canada, et aussi à augmenter ces organisations, augmenter leur capacité, ces organisations, de générer, mesurer et promouvoir leurs impacts, notamment au niveau climatique, au niveau environnemental, au niveau écologique. En plus, bien sûr, du niveau social. Donc voilà, je m'arrête là. C'est un grand plaisir d'être avec vous. Puis, je souhaite un bon panel à tout le monde. Merci beaucoup, Bernard. Je passerai la parole maintenant à Julie. Oui, rebonjour. Merci de l'invitation. Merci au dialogue. Merci à Christelle de ton introduction. Dans le fond, écoutez, Oxfam Québec, moi je suis avec Oxfam Québec, je suis analyste politique, puis on est très, très, très impliqués à la fois en finances climatiques et en finances durables. Présentement, en ce moment, la présence d'Oxfam à la COP en matière de finances climatiques, ce qu'on aimerait mettre, pas ce qu'on aimerait, mais ce qu'on met de l'avant, ce sont que les crises climatiques et la crise des extrêmes inégalités sont deux crises qui sont interdépendantes et qui s'alimentent. De manière générale, Oxfam se positionne à la croisée de trois perspectives, donc la justice climatique, économique et de genre. Et Oxfam Québec aborde la finance durable avec ce même prisme-là. Donc, à l'automne 2022, on a publié un rapport sur l'empreinte carbone des 8 plus grandes banques au Canada. Et depuis, on a orienté nos efforts en matière de finances durables dans le processus de transition de ce secteur-là, du secteur financier au Canada. Donc, ça va être à partir de ce rapport-là là, que je vais vraiment avoir la discussion avec vous aujourd'hui, puis qui va venir cadrer mes interventions. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, Julie, pour cette introduction. Maintenant, Karine. Bonjour tout le monde. Donc moi je suis Karine Pelofi, je travaille pour la sénatrice Rosa Galvez, sénatrice indépendante. On s'attendrait pas à ce que des politiques publiques ou des suggestions de politiques publiques progressistes et assez radicales sortent du Sénat, mais c'est le cas. Donc j'ai eu la chance à partir de consultations d'experts rédiger avec le légiste du Sénat un projet de loi qui s'appelle la loi sur la finance alignée sur le climat que la sénatrice Galvez a déposé en mars 2022. Depuis, l'étude du projet de loi a commencé récemment au comité sénatorial des banques de l'économie et du commerce. C'est de la super bonne télévision si vous n'avez rien à regarder. Et puis, on a récemment publié une mise à jour de notre livre blanc sur la finance alignée sur le climat, qui fait un peu un tour d'horizon sur le fait que la plupart des juridictions auxquelles on se compare vont beaucoup plus loin que nous
Et c'est donc de cette perspective de ce projet de loi-là et de notre livre blanc que je vais m'exprimer aujourd'hui. Très heureuse d'être là. Bonjour. Merveilleux. Merci pour cette belle introduction. Donc, on va commencer à rentrer un petit peu plus dans la profondeur, dans le sujet. Sinon, qu'on est dans le cadre des dialogues pour le climat, on cherche quand même à avoir une vulgarisation aussi des enjeux, là. On parle de finances durables aujourd'hui, finances climatiques. C'est parfois plus difficile à s'y retrouver au niveau de la terminologie et autres, mais on tenait en premier lieu, donc de faire vraiment un contexte de la finance climatique, de la finance durable. J'aimerais ça vous entendre à tour de rôle là-dessus. Et c'est quoi aussi les enjeux qui découlent de cette finance-là également? On parle beaucoup des impacts des changements climatiques sur le système financier. Ça, on sait que c'est quelque chose qui est regardé depuis longtemps, mais de plus en plus, on tend vers, c'est un gros mot, mais la double matérialité, là, qui est cette idée de plus en plus de regarder les impacts du système financier, mais sur l'environnement, sur les communautés locales, sur la nature. Donc, on est vraiment dans ces double discours finalement. Et on tend aussi à regarder tout ce qui est risque physique, mais aussi le risque au niveau de la transition qu'on cherche à exercer, la transition écologique et sociale. Et donc, là, je donne encore la parole à Bernard en premier lieu parce que dans mon déroulé, c'est Bernard. Alors voilà, M. Ndour, s'il vous plaît, j'aimerais vous entendre. Donc, 5 minutes chacun pour répondre à cette question-là, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Christelle. Donc, pour ceux qui nous écoutent, je vais essayer d'un exercice imparfait de vulgarisation pour, à vue pédagogique, définir ce qu'on entendrait par, en fait, la finance climatique, puis après la finance durable, avec le but que ça serve dans le reste de la discussion en tant que tel. Et vous allez voir, c'est comme un entonnoir où on part du plus petit au plus gros. Donc, la finance climatique, la définition un peu plus convenue, même au niveau international, elle est plus tirée des travaux du programme des Nations Unies, qui le définit comme un ensemble des instruments et des ressources de financement qui sont dédiés à soutenir l'action climatique. Puis pour donner une illustration simple, c'est qu'il existe un fonds au niveau international, partout dans le monde, qui s'appelle le Fonds pour l'adaptation climatique. Et ce fonds-là, qui est lié avec la Convention cadre des Nations Unies pour les changements climatiques, qui d'ailleurs a entre autres des bureaux ici à Montréal. Ce type d'instrument financier, ce fonds-là, ça, c'est de la finance climatique. Parce que l'argent qui est utilisé et les ressources qui sont investies servent à vraiment soit atténuer ou alors dans un meilleur scénario, adapter les effets du changement climatique qu'on voit actuellement. Donc ça, c'est pour la définition plus convenue de ce qu'est la finance climatique. La finance durable est un terme plus global qui déborde la question spécifiquement juste de soutien à l'action climatique. Parce que la finance durable couvre plus toutes les activités financières qui permettent d'atteindre parfaitement ou imparfaitement les 17 ODD, les 17 objectifs de développement durable de l'ONU dans toute leur complexité et dans toute leur diversité. Il n'y a pas au niveau international une définition parfaite et acceptée par tout le monde, mais il y a quand même un consensus assez général qui lie les ODD qui sont compris et présents à travers tout le monde entier aux activités de finances durables, qui fait que, bien sûr, vous comprenez que ça englobe de façon bien plus macro le point par rapport à la finance climatique. C'est vraiment à ça qu'on fait référence. Puis bon, je ne repasserai pas au travers des 17 objectifs ODD qui sont assez connus, mais toute activité financière, que ce soit de l'investissement qu'on émet ou alors du financement qui est obtenu, avec cet argent-là, on arrive à atteindre un des ODD.
Là, on parle vraiment de finances durables. Après, il y a différents cadres d'intervention dans lesquels ça s'inscrit, mais c'est vraiment cette différence entre les deux, dans les finances climatiques qui est vraiment sur l'action climatique et la finance durable qui, elle, permet de toucher plus les objectifs de développement durable de l'ONU. Voilà. Puis, Bernard, ODD, pour ceux et celles qui ne savent pas, c'est quoi? C'est bien les objectifs de développement durable de l'ONU. Absolument. Non, tout à fait. Il y en a 17, puis ça touche vraiment la santé, l'accès à l'eau, l'éducation, l'agriculture, et ça touche toutes les sphères de la vie humaine dans toute leur diversité. Puis, et c'est tellement, ça a pris une ampleur de plus en plus importante. D'ailleurs, toute la question de la finance durable. Et ça peut avoir des éléments très concrets, les définitions théoriques quand on parle de finance climatique, finance durable. Parce que, pour vous donner un exemple, un endroit comme les Maldives, là-bas, c'est très concret. Là-bas, quand eux, ils parlent de financement, ils ne font pas de différence. Ils ne parlent pas de finance générale. Pour eux, tout financement, c'est de la finance climatique. Parce que leur survie dépend de leur résilience climatique. Ils sont rendus là. Nous, ici au Québec, Canada, bon, on fait encore des différences, finance climatique, finance durable, finance classique, etc. Mais dans d'autres endroits du monde, ils n'ont pas bien ce luxe ou ce privilège-là parce que leur survie dépend de leur résilience climatique. Et donc, on est rendu là, dans ces enjeux-là. Effectivement, Christelle, c'était à propos de rappeler ce que veut dire ODD. Ils sont vraiment les objectifs de développement durable de l'ONU. C'est très intéressant la spécification que tu fais sur les Maldives. Là. En effet, nous, on utilise finance durable, mais il y a des endroits dans le monde où leur territoire est menacé par les changements climatiques et la finance, c'est seulement on a besoin de finances pour pouvoir continuer à réaliser nos activités, à pouvoir vivre et s'adapter aussi aux changements climatiques. Merci Bernard. Donc, on va passer maintenant à Julie. J'aimerais bien t'entendre donc sur un état des lieux là, donc, de la finance climatique, des enjeux qui en découlent également. Oui, tout à fait. Donc, comme Bernard l'a souligné, la crise climatique renforce les inégalités sociales et de richesse et les inégalités de richesse renforcent la crise climatique. Elles sont interreliées et on ne peut pas agir comme si c'était deux mondes là, pouvant exister de façon indépendante. Pour vous donner un exemple, les pays les plus pauvres consacrent un budget 4 fois plus important au remboursement de leurs dettes, dont la dette climatique, qu'à leurs propres soins de santé. Et c'est là où les mécanismes puis les forums internationaux comme la COP viennent prendre tout leur sens. Non seulement pour adresser la crise climatique, mais pour s'assurer qu'en le faisant, on adresse la responsabilité historique et actuelle de réduction de leurs émissions des pays à hautes émissions et des multinationales. Entre autres, on souligne à ce sujet-là, là, présentement, les engagements faits au Fonds de pertes et dommages pendant la COP actuelle. Par contre, c'est certain qu'on doit aller plus loin. Je me permets d'utiliser les chiffres de l'équipe des dialogues quand je vous dis que sur la période de 1991 à 2020, en un jour seulement, les profits générés par l'industrie des énergies fossiles dépassaient de plus de 200 fois tous les financements jamais proposés par les gouvernements en matière de pertes et dommages. Et en date de l'automne 2021, les banques et les gestionnaires des fonds des pays du G20 possédaient plus de 20 000 milliards de dollars US en actifs dans les secteurs et les entreprises considérées comme intensives en carbone. En raison notamment de l'importance du secteur des énergies fossiles au Canada, on est probablement parmi les principaux bailleurs de fonds de cette industrie à l'échelle mondiale. 5 de nos grandes banques canadiennes sont dans le top 13 mondial des plus impliquées en termes de crédit et de souscription. Donc, ce n'est pas peu. Contrairement au reste du monde, les banques canadiennes ont augmenté leur financement aux industries des énergies fossiles entre 2016 et 2019, donc après les accords de Paris. On a observé, un léger recul en 2020, là, mais c'était entre autres dû aux facteurs reliés à la crise sanitaire. À ce rythme-là, il est impossible pour les banques d'atteindre leurs propres objectifs, dont la neutralité carbone de leur portefeuille d'ici 2050, mais également les objectifs du Canada, en lien avec les accords de Paris, donc de carboneutralité d'ici 2050. Plus les conséquences environnementales et climatiques de l'exploitation des énergies fossiles vont s'intensifier, et plus les cibles internationales de réduction des émissions de GES vont se rapprocher dans le temps.
les politiques et les restrictions susceptibles d'accélérer le virage vont se radicaliser et en conséquence, les risques associés au portefeuille de crédit et d'investissement dans les secteurs intensifs en carbone vont s'accroître. La possibilité de recouvrer ces prêts-là ou de rentabiliser les investissements va s'amenuiser. Un exemple de ça, la bulle carbone. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais la bulle carbone, dans le fond, ce que c'est que c'est un écart important entre, d'une part, les actifs qui sont détenus par les institutions financières dans les énergies fossiles, puis d'une autre part, la quantité totale des énergies qui va être possible de consommer à l'échelle mondiale si on souhaite respecter là, ce fameux 1,5 degré-là de réchauffement. Les actifs qui vont être liés à cet écart-là seront éventuellement ou soit en partie et voire totalement dévalués. Les pertes financières potentielles liées à la dévaluation de ces actifs-là pourraient donc s'élever à un montant se situant entre 1000 à 4000 milliards de dollars US en 2050 et avec un montant particulièrement accru au Canada parce qu'on a une économie qui est très, très, très intensive et dépendante à l'industrie pétrolière. Dans un rapport publié en début de 2022, la Banque du Canada puis le Bureau du surintendant des institutions financières vont analyser 4 différents scénarios. Premier scénario, une action immédiate pour qu'on limite le réchauffement climatique à 1,5 degré et on atteigne la carboneutralité 2050. On va jusqu'au 4e scénario où on parle d'une intervention différée, donc post-2030, qui nous permettrait de limiter le réchauffement climatique à 2 degrés. Or, d'un scénario à l'autre, on remarque une chute de 8 à 10% du PIB canadien d'ici 2050. Une chute qui semble inévitable en raison d'abord de la tarification croissante du carbone. Le carbone coûte de plus en plus cher. Du recul de la demande mondiale dans cette ressource-là. De la baisse du prix des ressources, puis des dévaluations financières afférentes, bien évidemment. Autre statistique choc, et je termine avec ça parce que je sais que mon 5 minutes s'en vient, une dévaluation des actifs boursiers de l'ordre de 80% à plus de 90% est à prévoir entre 2020 et 2050 dans le secteur du pétrole et du gaz au Canada. Donc, les risques pour le secteur financier sont très, très, très importants. Merci. Merci, Julie. Tu as mis bien la table aussi. C'est intéressant que tu parles de la bulle financière, mais aussi tout ce qui est des institutions financières aussi. Là, on en parle beaucoup. Donc, il y a énormément d'argent investi dans le pétrole à ce niveau-là. C'est ça, tu en as parlé aussi au départ. Je veux juste le rementionner, mais Oxfam, vous avez fait un excellent rapport sur les institutions financières. C'est vraiment consulter si vous vous intéressez à ce sujet-là, hyper pertinent. Bon, merci, Julie. Karine, ça serait ton tour. Donc, je te laisserai répondre à la question. Donc, avec aussi toute ton expérience sur le projet de loi, donc avec la sénatrice Galvez, faire un état des lieux de la finance climatique, puis des enjeux aussi qui en découlent. Oui, je vais aller dans une autre direction, mais dans le même sens, je dirais qu'il n'y a pas de... Le fait qu'il n'y a pas de définition commune rigoureuse de ce qui est la finance climatique et la finance durable fait qu'on est dans un univers d'éco-blanchiment potentiel. Pour illustrer ça, dans notre livre blanc, on fait état d'une recherche qui a analysé des articles dans le Financial Times en 2018-2019 qui parlaient tous de finances durables. Et en gros, les auteurs, les chercheurs, en analysant ça, ils voyaient, en fait, on n'amène rien de nouveau. On fait juste repackager le bon vieux marché néolibéral avec des nouveaux mots-clés par-dessus. Puis ensuite, quand c'est le temps de qu'est-ce qu'il faut faire pour changer, là, on reprend le bon vieux discours de c'est au gouvernement, c'est aux citoyens, c'est à tout le monde sauf nous de changer. Donc, tant qu'on n'a pas une définition commune et des standards extrêmement rigoureux, je pense qu'on va continuer d'être dans cette difficulté. À noter que le gouvernement fédéral a proposé un amendement à la loi sur la concurrence dans son dernier... excusez, je travaille en anglais la plupart du temps, donc j'ai un franglais absolument boiteux. Bref, dans son truc budgétaire de l'automne, là, bon, ils ont dit qu'elle allait changer la loi sur la concurrence, mais les changements, selon le CQDA, ne vont pas assez loin, là, donc ça ne règle pas le problème. Et donc, et comme le disait Julie, là, les institutions financières canadiennes, elles focusaient sur les banques, mais les compagnies d'assurance, les fonds de pension, toutes sous juridiction fédérale, on a le même enjeu. Si je peux rajouter une couche, on n'a pas juste un surinvestissement dans les énergies fossiles, on a aussi des relations extrêmement proches
Il y a une enquête de CBC du printemps dernier qui montrait que 8 fonds de pension sur 10 ont dans leur conseil d'administration un membre exécutif de l'industrie pétrolière. Une étude comme ça avait été faite pour les banques canadiennes en 2021 et on avait découvert qu'on avait le niveau de lien entre nos banques et l'industrie extractive au Canada qui étaient les plus collés de tous les pays qu'ils avaient investigués à ce moment-là. Donc, on a vraiment un mariage entre les deux. Et donc, c'est peut-être sans surprise là, qu'on voit, je pense, chez les institutions financières, en tout cas, les plus grandes, le même genre de déconnexion avec la réalité des changements climatiques qu'on voit chez l'industrie fossile. En fait, souvent, on entend les mêmes messages clés. C'en est un peu déconcertant. Et c'est une des motivations qui a mené à vouloir faire le projet de loi S243, qu'on appelle en anglais CAFA, parce qu'on entendait, ce qu'on entend du marché, les propositions qui sont mises de l'avant comme solution, c'est il suffit de prendre en compte les risques et opportunités liés au changement climatique. Puis là, de la perspective de quelqu'un qui est plus, disons, grillé en changement climatique, c'est comme, ah, bon, ben, ils prennent en compte les risques climatiques, tout va bien. Mais ça ne veut pas dire la même chose. Pour nous, ça veut dire, ah, c'est la fin du monde, c'est la fin de la civilisation, la vie sur Terre, et donc c'est risqué, il faut faire tout. Le système financier, les acteurs dans le système financier, eux, ils entendent ça comme, OK, il y a une problématique globale, il y a beaucoup d'incertitudes, on peut faire plusieurs scénarios. Tant qu'on n'arrive pas à me démontrer que tel impact climatique futur va arriver spécifiquement à telle compagnie, à tel moment, c'est pas vraiment un risque qu'il y a à prendre en compte. Fait que, tout ce régime-là axé sur la gestion des risques qui fonctionne pour d'autres risques un peu plus conventionnels. Notre proposition, c'est que, c'est pas notre proposition à nous, mais il y a des gens beaucoup plus calés que nous qui l'ont dit, mais on a juste pris acte de ça. Ce n'est pas adapté au problème des changements climatiques qui est sans précédent, pour lequel on n'a aucun outil pour appréhender l'incertitude radicale qui est rattachée. Et donc, nous, on amène une approche bien différente. Fait que là, pour essayer de donner un exemple de la différence d'approche, dans l'approche conventionnelle, les institutions sont encouragées à, quand je dis approche conventionnelle, je veux dire celle qui est proposée par le superintendant des institutions financières du Canada dans sa ligne directrice B15. On dit, considère quelques scénarios, puis là, pense à ça, là, puis ponds-nous quelque chose. Alors que dans notre projet de loi, nous, on dit, on s'en fout un peu les élucubrations que quelqu'un peut faire sur un scénario où on a une augmentation de température de 4 degrés, puis qu'est-ce que lui pense que ça peut faire au GDP. Nous, on part de l'idée, produit intérieur brut, je m'excuse. Nous, on part de l'idée qu'il y a un seul scénario qui est important, c'est celui dans lequel on respecte l'accord de Paris, c'est celui dans lequel on maintient un peu la stabilité du climat et qui permet donc aux civilisations humaines de perdurer. Donc, l'ensemble de notre projet de loi est juste structuré autour de s'aligner sur l'accord de Paris, spécifiquement sur le 1,5 degré de limitation de la température. Bon, là, je pense que j'allais trop dans le détail, donc je reprends un autre point de recul. Puis un des enjeux, je pense qu'on voit beaucoup là, dans les divulgations, c'est est-ce qu'il faut divulguer les émissions de l'étendue 3, portée 3, excusez. Ceux qui s'amusaient à combattre les pipelines dans le passé, une des grosses batailles, c'était justement ces gaz à effet de serre d'étendue de portée 3, c'est ce qui est brûlé à l'étranger. On a un peu le même enjeu avec les institutions financières. C'est qu'il y en a qui vont faire des grands rapports pour essayer d'expliquer combien de papier ils utilisent dans leur bureau au centre-ville de Montréal ou de Toronto, mais ils calculeront pas les émissions liées aux transactions qu'ils vont avoir faites, aux prêts qu'ils vont faire, et ainsi de suite, alors que c'est là que le gros de leur impact se trouve. Donc, c'est un autre endroit où notre projet de loi va beaucoup plus loin. On demande tous les gaz à effet de serre sur l'entièreté du cycle de vie. Est-ce que je suis proche de mon 5 minutes ou je peux continuer? Oui, c'est bon, Karine. Merci beaucoup. On va pouvoir rentrer un petit peu plus en profondeur après la loi alignée sur l'accord de Paris. Puis, c'est intéressant de parler de portée 3 aussi. C'est un enjeu. Moi, je rajoute aussi que la Caisse de dépôt et placement du Québec ne calcule pas. C'est portée 3 actuellement aussi. Les institutions financières, plusieurs ne le font pas. Donc, c'est quelque chose aussi à creuser. Puis, je ferai le lien aussi donc avec notre prochaine question. Ça serait de se dire, on a parti de la prémisse en introduction. On se demandait, est-ce qu'on a besoin des politiques publiques pour aligner le système financier avec l'accord de Paris? Là, en vous écoutant parler, puis donc, oui, on a besoin de politiques publiques
Et donc, on va creuser un petit peu plus ça. Pourquoi qu'on n'a pas besoin de politique publique? Pourquoi qu'on ne va pas juste, par exemple, faire confiance au marché ou faire confiance aux critères ESG, aux critères, tout ce qui est aligné avec les risques aussi sur les changements climatiques. Karine, en fait, je te relancerai la balle. Je vais suivre le déroulé comme ça va être, je ne vous ferai pas trop de surprises, mais justement, tu l'as abordé un petit peu tantôt. Pourquoi avoir ce projet de loi aligné avec l'accord de Paris? Et tu en as parlé beaucoup, mais tu sais, j'aimerais ça quand même dire, c'est quoi l'utilité exacte de cette loi-là? Pourquoi qu'on a besoin que cette loi-là passe, par exemple? OK. Voilà, unmute, ça va mieux. Ben pour plusieurs raisons. Premièrement, toutes les dynamiques de divulgation volontaire n'ont pas eu l'impact qu'on aurait espéré. Les divulgations varient énormément d'un secteur à l'autre et en fait, ce qu'on voit dans les dernières années aussi, c'est que comme les investisseurs s'y intéressent plus, en fait, l'industrie pétrolière et gazière divulgue moins parce que je pense qu'ils se rendent compte que les gens le lisent et donc en font moins. Donc, clairement, d'avoir quelques petits leaders là, qui font une meilleure pratique puis qui font leur truc, ça va pas nous amener le changement de système, la grande transformation qu'on a besoin. On a besoin que tout le monde joue selon les mêmes règles. Et une des raisons, ce qu'on entend beaucoup dans le marché, même de ceux qui voudraient faire mieux, c'est que, dans notre droit corporatif, là, il y a toujours des devoirs de fiduciaire pour d'agir dans le meilleur intérêt de la corporation ou des bénéficiaires. Et ça, bien que le droit canadien et américain soient différents, c'est souvent interprété comme la maximisation des profits à court terme. C'est ça qui nous a amené dans le problème qu'on a en ce moment. Et donc, on peut pas s'attendre à ce que un acteur tout seul dise, ben moi, je vais sacrifier mon obligation telle qu'elle est comprise par tout le monde pour essayer d'éviter des risques à plus long terme et beaucoup plus collectifs et régénéralisés que ceux à quoi ils sont habitués de faire face. Donc, on a besoin des règles fermes. Je pense qu'on vient aussi après plusieurs décennies là, de je vais arrêter. Tout le monde le comprend. Ce qu'on a fait au marché, on a enlevé toutes les règles. Okay, bon. Ben là, je pense qu'on voit qu'est-ce que ça l'a donné d'enlever toutes les règles du marché. Il s'en va un peu dans toutes les directions. Et il amène beaucoup d'inégalités, beaucoup de souffrances humaines. Et il y en a beaucoup de promises avec nos changements climatiques futurs. Fait que nous, c'est un peu le retour de la réglementation. C'est pas de dire le capitalisme ne devrait plus exister, mais clairement, il a besoin de balises où on met comme devoir prépondérant de respecter les limites planétaires qui gardent tout le monde en vie. Ça devient comme une nouvelle règle, supra-règle du système capitaliste. Et là, ensuite, ils peuvent aller faire de l'argent tout en respectant là, les autres obligations puis tout ça. Mais notre projet de loi amène quelque chose de, je dirais pas, ben oui, c'est un peu révolutionnaire là, dans le sens que on prend la règle primaire du capitalisme et on dit non, en fait, il y en a une en haut de ça. Il faut assurer notre survie, c'est important. Donc ça, je dirais que c'est une bonne raison là, pour adopter notre projet de loi. Aussi, disons, on sentait le besoin de faire ce projet de loi-là. Comme ma patronne est une sénatrice indépendante, elle n'a pas de ligne de parti à suivre. Elle a une job garantie jusqu'à 75 ans, donc elle peut se permettre peut-être de prendre des risques qu'un gouvernement élu ou qu'un gouvernement qui reçoit des aides de ces deux industries-là n'ont peut-être pas les incitatifs pour aller faire des règles rigoureuses. Donc, nous, on se disait, si on part le bal avec la barre très haute, il y a plus de chances que ce qui va sortir du gouvernement va être un petit peu plus ambitieux que si on leur avait laissé le libre cours de ce qu'ils veulent faire. C'est une proposition qui va vraiment très loin. Là. Je pense qu'on couvre absolument toute la juridiction fédérale sur cet enjeu-là. Elle va dans des détails aussi, là, carrément sur une banque, combien d'argent doivent garder en réserve s'ils passent de l'argent à une activité dans les industries fossiles. On va dans ce niveau de détail-là. Je dirais une autre innovation qu'on fait, c'est le concept de la facilitation financière. Donc, qu'il y a plusieurs influences que les institutions financières ont qui sont pas nécessairement reflétées dans leur livre comptable. Pour ce qui est de méthode de rendre une compagnie publique, puis tout ça, ça va pas apparaître sur leur livre comptable, mais ça a quand même une énorme influence là, sur le climat.
Puis sinon, sans m'en aller trop dans le détail, je pense moi, je viens dans le fond, j'ai commencé à m'intéresser à ces questions-là dans le cadre de la lutte au pipeline Énergie Est. Et ensuite, la réforme du droit fédéral sur comment prendre des décisions et savoir si ça va avoir un impact positif ou négatif sur nos engagements climatiques. Et donc, c'est avec ce bagage-là qu'on a comme défini qu'est-ce que sont les engagements climatiques sur lesquels ils doivent être alignés. Et je dirais que c'est une définition très, très rigoureuse de ce qu'il faut respecter. Qui pourrait s'appliquer autant à une institution financière qu'à un projet qu'on évalue sous juridiction fédérale. Merci, Karine. Je pense que ça fait un super beau tour aussi de CAFA, donc ça nous donne une bonne idée avec ta présentation. Je me demandais si dans le chat, pour le bénéfice de tout le monde, puis puisque mon multitasking a ses limites, si peut-être tu pouvais mettre un lien. Je pense que vous avez un site maintenant, Internet, donc juste le mettre dans le chat pour que le monde puisse s'y référer, pour avoir un petit peu plus d'informations pour ceux qui connaissent peut-être moins le projet, puis que justement, en t'entendant parler, ça leur donne envie d'en connaître davantage. Fait que merci pour ça. Donc, je vais passer maintenant à Bernard. Qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est que donc CAFinance est le fond d'un fonds. Donc c'est bien aussi d'avoir le point de vue d'un directeur d'un fonds comme toi pour nous voir un peu c'est quoi l'impact des politiques publiques, par exemple, sur CAFinance. Pourquoi que donc pour aussi être aligné avec l'accord de Paris. Là. Tout à fait. Donc, c'est très intéressant ce que Karine mentionnait par rapport à l'importance des balises. Effectivement, c'est un facteur et un déclencheur qui, historiquement, a fait de grandes différences quand c'est bien fait et puis quand c'est assez décisif. Voilà. Donc, ça, c'était un lien avec ce que Karine mentionnait. Pour répondre à la question, Christelle, sur le fonds de finances sociales CAFinance, en fait, c'est un peu une illustration de en quoi une politique publique, dans ce cas-ci du gouvernement fédéral, peut mener à une initiative concrète, terrain, avec des outils disponibles maintenant pour essayer de faire partie de la solution sur un objectif qui a un impact sur notre survie à nous tous, quelles que soient nos allégeances, nos croyances, nos valeurs, peu importe en tant que tel. Et même si on n'est pas aux Maldives, c'est aussi important pour nous. Donc, le fonds de finances sociales, en fait, provient d'une stratégie d'innovation, dans ce cas-ci sociale, gouvernement fédéral qui date d'il y a plusieurs années, avec plusieurs objectifs de pousser encore plus loin et de propulser les impacts sociaux et environnementaux positifs pour toute la société à travers différentes formes et avec différents leviers. Un levier concret, ça a été la mise en place de ce qu'on appelle un fonds de fonds. Pour vous illustrer ça, c'est un grossiste qui alimente en capital des acteurs financiers qui, eux, financent des organisations sur le terrain. Ce qui fait que le rôle qu'on joue à CAFinance, c'est d'alimenter en capital des acteurs terrain qui, eux, financent des organisations qui sont un peu partout dans la société, qui ont des impacts sociaux et environnementaux démontrés, et qui les ont soit depuis peu ou alors depuis longtemps, qui les mesurent ou qui ne les mesurent pas, peu importe, mais c'est vraiment cette idée qui est là à la base. Pour essayer de répondre à la question, quand j'y ai repensé sur le lien entre ces politiques publiques-là et les flux financiers, dans ce cas-ci, on a l'exemple d'un cas où on a une initiative publique du gouvernement fédéral qui veut, à travers un outil qui est le capital, toucher et propulser, accélérer toute la question des impacts sociaux et environnementaux qu'il y a un peu partout au Canada et au Québec. Et la recherche a démontré que la question de l'accès au capital est un facteur déterminant. Ce qui fait que
on a un modèle où on a un grossiste qui, lui, alimente les différents fonds, acteurs financiers de toutes sortes dans différents secteurs, éducation, santé, environnement, etc., qui ont un point commun, c'est qu'ils ont tous un impact social et environnemental positif qui, dans certains cas, est mesuré de façon très, très, très poussée. Dans d'autres cas, est moins mesuré, mais leur impact est quand même démontrable sur le terrain en tant que tel. C'est une initiative qui a qui est issue d'une enveloppe d'à peu près 755 millions de dollars qui se décline en différents volets et qui a l'ambition de toucher toutes les promesses canadiennes. Cap Finance a un focus ici au Québec, mais l'initiative du Fonds de finances sociales est vraiment au niveau national. Puis, ce qui est aussi important, c'est que il y a une volonté et une stratégie de mobiliser le capital du secteur privé pour accompagner cette initiative-là afin de doubler, tripler, pourquoi pas, la quantité d'argent disponible pour accélérer et augmenter encore plus l'accès au capital de tous ces acteurs qui ont des impacts sociaux et environnementaux positifs, dont la question du climat, et on serait tous gagnants, nous, notre société. Alors, l'initiative a commencé cette année-ci, en 2023, même si ça fait plusieurs années que c'est en cours, et l'argent va se déployer d'ici 2027, puis toute la stratégie va être en action jusqu'en 2039. Puis il y a un facteur important en amont qui est la question de la mesure d'impact de tout ça. Et donc, en plus d'avoir un impact financier qui peut être très, très visible, qui est le fait d'avoir de l'argent public comme ça qui attire aussi de l'argent privé, qui fait qu'il y a plus de financement disponible pour l'ensemble de ces acteurs socio-environnementaux. Il y a aussi toute une méthodologie pour pouvoir aider les différentes organisations à vocation sociale et environnementale à mieux mesurer leur impact, à mieux le vulgariser, à mieux le valoriser pour que ça percole encore plus dans toute la société. Donc, dans le lien du chat, on mettra le lien vers capfinance.ca. Mais ça, c'est une illustration très concrète d'une politique publique qui provient des stratégies d'innovation sociale du gouvernement fédéral vers un fonds comme ça, qui, plutôt que de façon traditionnelle, être sur des fonds où l'argent est investi directement dans les organisations, là, on travaille vraiment dans une strate au niveau des acteurs financiers de leur approvisionner en capital, mais en les dirigeant vers des intentions et des impacts qui sont cohérents avec les intentions du gouvernement fédéral. Voilà, donc c'est un petit peu ça ce qu'est un peu le Fonds de finances sociales, Cap Finance, ici du gouvernement fédéral-là. Mais merci beaucoup, Bernard. Je pense que c'est intéressant aussi de t'entendre parler. Des fois, on est moins au courant de comment fonctionne un fonds. Donc, je trouve que c'est un bel éventail que tu nous as fait là. Puis surtout aussi, tu as fait le lien avec les politiques publiques. On comprend un petit peu mieux quel impact ça peut avoir justement sur un fonds comme pour Cap Finance. Pardon, j'ai une gréviste avec moi aujourd'hui à la maison. Voilà. J'ai été distraite, pardon. Merci beaucoup, Bernard, pour cette réponse. Sinon, que je passerai aussi maintenant à Julie.
parler aussi de l'impact des politiques publiques. Donc, oui, sur l'accord de Paris, mais je sais que lorsqu'on s'est préparé pour cet événement-là, on voulait aussi aborder le J-Funds, par exemple, qu'on entend beaucoup parler lors de la COP 28, mais on sait qu'il y a beaucoup d'institutions financières qui en font partie, des institutions bancaires, dont la Caisse de dépôt et placement du Québec aussi fait partie de la J-Funds. Donc, peut-être nous parler un peu de ces initiatives et associations internationales, Julie, dans ta prochaine présentation, s'il te plaît. Oui, donc exactement. Je pense que Karine l'a effleuré. Il y a plusieurs initiatives et associations de base volontaire, de divulgation volontaire, et elles n'atteignent pas toujours les résultats espérés, mais elles valent quand même la peine d'être mentionnées d'abord à titre informatif, mais aussi parce que plusieurs d'entre elles vont naître des conférences, des mécanismes et des forums internationaux. Que ce soit le G20 ou la COP, entre autres. Et c'était le cas justement à la COP 26. Je pense que la responsabilité climatique des institutions financières était vraiment au cœur des discussions. Puis de là est née une espèce d'alliance entre le Net Zero Banking Alliance et le Net Zero Asset Manager Alliance, qui forment le GFANG, le Glasgow Financial Alliance for Net Zero. Là, je vais vous lancer plein de noms, mais donnez-moi une chance, je vais les expliquer. Et cette alliance-là des coalitions, donc du GFANGs, a évolué à l'atteinte sur une base volontaire, bien évidemment, là, de la neutralité carbone des portefeuilles de prêts d'investissement d'ici 2050. Donc, vont être respectivement membres là, de ces coalitions-là, nos grandes institutions canadiennes, la CDPQ encore, comme Christelle l'a mentionné. Bon, justement, là, je pense qu'on a annoncé ce matin, si je ne me trompe pas, aux côtés d'autres coalitions et d'institutions financières, la GFANGs a émis un appel à l'action dans le cadre de la COP 28 pour intensifier la mobilisation des investissements privés dans la lutte au changement climatique et dans la mise en œuvre de ces fameux ODD-là. Donc, ça nous permet quand même d'avoir, ce type d'initiative-là nous permet quand même d'avoir un alignement là, du secteur financier, du secteur privé. Puis, il y a d'autres associations en faveur de la décarbonisation du secteur financier ou de divulgation des émissions qui permettent cet alignement-là et dans lesquelles j'en ai sélectionné 3 autres, là, mais c'est parce qu'elles rallient carrément la grande majorité là, de nos institutions financières canadiennes. D'abord, il y a le groupe de travail sur l'information financière relative au changement climatique, le TCFD, et le Carbon Disclosure Project, le CDP, et le Partnership Carbon Accounting Financials, mieux connu sous le nom de PCAF. Et dans le fond, ces associations-là rassemblent des milliers de signataires, des milliers d'institutions financières et sur une base volontaire, les organisations membres vont être invitées à divulguer publiquement les indicateurs qu'ils utilisent afin d'identifier, de quantifier, de gérer les risques climatiques qui sont associés à leurs activités, mais aussi vont permettre d'uniformiser un petit peu sur le plan méthodologique ce mouvement de divulgation-là des informations en leur donnant des outils, des données pour faciliter l'exercice. Ça va aussi permettre aux institutions financières d'harmoniser leurs activités en ce sens-là pour une assez large classe d'actifs. Au niveau national, je vais y aller rapidement, mais c'est certain que notre secteur financier est également commis à travers au processus de transition par la signature de différents textes, dont la déclaration de la place de la finance, la place financière québécoise pour une finance durable, pardon, ou la déclaration des investisseurs canadiens sur les changements climatiques, puis dont leurs principaux mandats, c'est la promotion d'une plus grande transparence environnementale, mais également la mise en œuvre des recommandations du groupe d'experts sur la finance durable du Canada et donc de l'alignement aux objectifs de l'accord de Paris. En tant que membre, le secteur financier canadien s'est donc engagé à mesurer dans un avenir plus ou moins rapproché leurs émissions financées. Et les associations, les coalitions comme GFANGs ont cette espèce d'effet d'entraînement-là qui vont pousser les institutions financières à harmoniser leurs pratiques ou pour le moins leur divulgation pour qu'éventuellement les entreprises qui vont espérer bénéficier de leur financement n'aient d'autre choix que de les imiter ou de s'y soumettre pour le moins. Ces initiatives-là vont nous permettre d'adresser des enjeux de transparence, d'harmonisation et de mise en œuvre parce qu'entre autres, suite aux recommandations de ce fameux TCFD-là, donc le groupe de travail sur l'information financière relative au changement climatique, plusieurs de nos institutions vont avoir à calculer d'ici 2024, donc très bientôt, l'ensemble de leurs émissions, incluant leurs émissions indirectes, le fameux niveau 3 que Karine parlait un petit peu plus tôt. Par contre, c'est certain que la nature de la méthodologie de calcul est non contraignante sur plusieurs aspects.
Donc, on peut présumer que les rapports qui vont être soumis par diverses institutions vont continuer de sous-estimer largement les institutions, les émissions qui sont financées par nous. L'Association des banquiers canadiens compile depuis 2021 l'ensemble des initiatives majeures des grandes banques en matière d'ESG, entre autres. Et de par ses propres rapports, on remarque que les engagements qui sont pris par nos grandes institutions ne sont pas à la hauteur des changements requis pour un alignement avec l'accord de Paris. Aucune des principales institutions canadiennes ne s'est engagée formellement à ne plus financer les divers secteurs des énergies fossiles. Donc, malgré le rôle essentiel de ces associations-là, de ces coalitions-là, dans la transition, l'absence de la dimension contraignante, ça fait en sorte que les différents acteurs du secteur financier peuvent vraiment choisir à quelle vitesse ils décident d'adresser la crise climatique présentement. Considérant que c'est une crise qui est inévitable, ben, c'est une attitude qui n'est tout simplement pas suffisante. D'où le rôle essentiel des politiques publiques en matière d'harmonisation, de transparence, de mise en œuvre. Puis, je vais laisser aller à la prochaine question considérant le temps, mais je vais poursuivre là, dans ma réponse. C'est ça, de ce que je comprends aussi, Julie, c'est que c'est limité, en fait, toutes ces associations-là, ces groupes-là, donc tu as fait mention internationale, c'est de plus en plus contraignant, mais ça demeure que les institutions ou les fonds de pension et autres peuvent sortir aussi de ces groupes-là. Donc, de plus en plus, ça commence à être de plus en plus contraignant, par exemple, avec le calcul de la portée 3, comme tu as mentionné. Donc, c'est une bonne nouvelle. Est-ce que tu crois que tu peux mettre, moi, je n'ai pas vu passer, tu as parlé de la GFANZ, il y a eu une annonce aujourd'hui de la COP28. Peut-être tu peux le mettre dans le chat juste pour que les gens qui sont un peu plus intéressés à en savoir davantage pourraient avoir accès au lien. Donc, merci beaucoup pour ton intervention, Julie. En effet, le temps file, mais sinon, je vous poserai peut-être une dernière question là, avant qu'on puisse passer aux questions du public. C'est difficile de ne pas en parler, là. Donc, la COP28, le sujet principal, c'est les énergies fossiles. On parle de sobriété en carbone, on veut avoir une économie plus verte, certains disent. J'aimerais ça vous entendre un petit peu là-dessus. Donc, peut-être pour un 3 minutes chacun. Vous travaillez tous d'une façon ou d'une autre, pour un système financier sobre en carbone. C'est quoi les besoins? Qu'est-ce qu'on a besoin pour y arriver? C'est quoi la limite aussi de la transition du système financier vers une économie faible en carbone? Et j'aime bien la dernière question que je vous pose. Est-ce qu'une économie faible en carbone est désirable pour le secteur financier? Ça, j'aimerais bien vous entendre là-dessus. Et donc, on pourrait commencer, Julie, on pourrait recommencer par toi, s'il te plaît. Ben oui, et puis je veux pas voler le punch de mes autres collègues, mais d'abord à savoir si est-ce qu'une économie basse en carbone est désirable pour le secteur financier. Je crois que les impacts que j'ai avancés, par exemple, plus tôt là, des changements climatiques sur la finance au pays, dont une chute de 8 à 10 du PIB canadien d'ici 2050, une dévaluation des actifs vient répondre à cette question. Et je passe tous les impacts environnementaux. Donc oui, bien évidemment, à mon humble avis et à l'humble avis de plusieurs d'entre nous, c'est désirable. Et comme le dirait le président directeur général de l'Autorité des marchés financiers du Québec, M. Louis Morisset, il ne peut pas avoir d'une part la finance et d'une autre part la finance durable. La finance doit être durable, point final. Maintenant, c'est certain que les pouvoirs publics peuvent et doivent en faire plus et offrir le cadre réglementaire nécessaire à une finance durable. Le point des initiatives que j'ai souligné, le point faible, c'est entre autres le caractère non contraignant, de plus en plus contraignant, mais pas tout à fait assez contraignant. Et c'est là que nos politiques publiques peuvent venir combler cette lacune. Donc, c'est certain, on a quelques recommandations pour qu'une véritable transition écologique des activités de financement du secteur financier soit assurée. Entre autres, que les autorités doivent intervenir en amont, donc en contraignant nos institutions à identifier, divulguer, réduire les risques climatiques et les émissions liées à leurs activités. Mais les autorités doivent également agir en aval, c'est-à-dire cette fameuse définition-là, cet encadrement-là de ce qu'est la finance durable là, que Karine parlait un petit peu plus tôt. Là, ce flou-là doit disparaître. Donc, le Canada, le Québec doit se doter d'une taxonomie verte pour orienter les portefeuilles.
Bon, je pense qu'il y a eu une certaine promotion là, en début d'année de nouveaux cadres pour une taxonomie des investissements climatiques au Canada, mais en soi, ce n'est pas complet et donc ce n'est pas terminé là, comme travail. Finalement, c'est certain que une fois qu'elles auront leur ligne directrice, il va être nécessaire d'exiger un plan d'action de nos institutions pour qu'elles alignent leurs actions aux objectifs de l'accord de Paris, bien évidemment. Si j'avais un souhait à lancer dans l'univers, si je peux conclure là-dessus, puis Karine suivra, donc ça va me faire plaisir de l'entendre là-dessus, mais c'est certain que les gouvernements fédéraux, provinciaux doivent à leur tour donner l'exemple en se désengageant de plus en plus, sinon totalement, du secteur des énergies fossiles, et ce, le plus rapidement possible. Mais je vais laisser la parole à ma collègue. Merci, Julie. Karine, je te laisse prendre la balle au bon. Moi et mon histoire avec le mute button. C'est un enjeu, je pense, qui est saillant à la COP ici, puis il est de plus en plus, mais il est aussi dans le système financier. C'est ce mariage beaucoup trop serré entre l'industrie des carburants fossiles et notre gouvernement et les institutions financières et ainsi de suite. Pour la lutte au tabagisme, on a interdit que l'industrie du tabac soit présente pendant les négociations, parce qu'on a reconnu qu'ils avaient un conflit d'intérêts irréconciliable avec tout ce qui était la lutte au tabagisme. Je pense qu'on est dans une situation comme ça. Les industries fossiles n'ont pas leur place à la COP. Les industries fossiles ne devraient peut-être pas avoir autant de rencontres avec les bureaucrates fédéraux. C'est en moyenne 6 par jour ouvrable dans les 15 dernières années, je dirais. C'est beaucoup de rencontres, beaucoup plus que nous en avons. Et donc, notre projet de loi, je pense, c'est une première mondiale à essayer d'empêcher ce conflit d'intérêts. Donc, si ça peut faire des petits, je pense que c'est important. Pour la taxonomie verte, là, un exemple concret là, de ce mariage-là, c'est les institutions financières qui sont surinvesties dans les industries fossiles, qui ont été mises en charge de définir une taxonomie. On a une taxonomie verte et de transition voulant dire ce qui va pas rencontrer la définition de vert dans une autre juridiction, nous, on va baisser la barre pour s'assurer de qualifier. Donc, tant que le Canada fait des choses comme ça, on manque de crédibilité. Et on va dans une direction qui va nous amener dans un cul-de-sac où on va se commencer avec des impacts climatiques et une économie qui est pas du tout adaptée à l'économie du futur. On va perdre sur les deux tableaux tant qu'on répare pas ces problèmes-là. Je pense que le système financier, comme le disait Julie, peut entièrement se satisfaire et être heureux dans une économie bas carbone. Mais c'est certain que pour l'instant, les incitatifs ne sont pas au bas endroit et les gens qui sont très bien rémunérés dans le système financier sur la base de leur profit court terme, tant qu'on ne règle pas cet enjeu-là, ils n'ont aucun incitatif à essayer de mettre le long terme de l'avant. Il faut changer les incitatifs un peu, je pense, comme commençait à le faire la Caisse de dépôt, si vous baissez le bilan carbone de vos investissements, vous êtes mieux rémunéré. Bon, le trou à la Caisse de dépôt, c'est que si tu ne considères pas les étendues 3, il suffit d'investir dans un pipeline plutôt que d'investir dans une raffinerie, puis on peut dire qu'on a diminué les gaz à effet de serre, ce qui est une supercherie. J'aurais plus, mais je vais arrêter. Merci, Karine, d'avoir nommé ça. Je trouve ça hyper pertinent. Merci beaucoup. Parfait. Et pour terminer, je laisserai maintenant Bernard s'exprimer là-dessus. Oui, je vais, pour cette question-là, moi aussi, je partage la réponse à la question qui est le oui par rapport au fait que le système financier, ça pourrait être désirable pour elle d'avoir une économie bas carbone. Je donnerai l'exemple du secteur de l'assurance. Alors, en Amérique du Nord en général, en Europe aussi et partout dans le monde, le secteur de l'assurance est un secteur avec une immense taille, beaucoup d'actifs. Et c'est un secteur qui est aussi très prudent historiquement et aussi très, pour parler en mauvais français, low profile. On les entend un peu moins. Par contre, depuis des décennies, et là je parle vraiment des décennies, c'est un secteur qui a compris depuis longtemps à quel point ce n'est pas juste désirable, mais c'est indispensable d'avoir une économie bas carbone. C'est pas forcément eux qui vont gagner des concours de vertu, mais par contre, ça a sauté aux yeux assez rapidement que pour ce pan du secteur financier, autant
une économie intense en carbone, telle qu'elle est là, de façon désordonnée, de façon intense, menace la survie même de leur organisation. Et à l'autre extrême, une économie bas carbone va, dans un premier temps, diminuer leur vulnérabilité par rapport à leur existence et aussi assurer leur survie à long terme parce qu'ils sont automatiquement touchés par les conséquences d'avoir une économie intense en carbone à l'extrême avec tous les dégâts que ça peut toucher. Et on peut reprocher beaucoup de choses, c'est de l'assurance, mais ce n'est certainement pas ceux qui sont souvent les plus volubiles. Mais en termes de travail terrain, sur plusieurs décennies, il y a tout un travail qui se fait autant ici au Canada qu'ailleurs, à cause de l'impact que ça a à leur niveau. Donc, je vais donner cet exemple-là parce que c'est un secteur pour qui, quand on parle d'économie bas carbone, en tant qu'acteur financier, ça les touche de façon immédiate. Bien sûr, au Canada en général, Québec et ailleurs, l'ensemble de tout ce qui se fait en termes d'action du secteur financier, c'est en général insuffisant. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Insuffisant par rapport à l'urgence même de l'enjeu auquel on veut s'attaquer. Mais si vous parlez à des dirigeants d'assurance, vous allez voir que ce ne sera pas très compliqué de les convaincre sur les enjeux dont on parle aujourd'hui dans le panel parce qu'ils sont investis là-dessus depuis très, très longtemps. Ça, c'était pour donner un exemple, donner un élément de réponse par rapport à la question de l'économie bas carbone. Je voudrais juste rebondir rapidement sur ce que Julie et Karine mentionnaient. Il y a la question des balises de réglementation. Moi, je voudrais mentionner que je trouve que ce serait important qu'il y ait 3 caractéristiques. Si j'étais un législateur, sur autant la question des normes, la question des cadres de divulgation, et ces 3 caractéristiques doivent obligatoirement être là. C'est 1, il faut que le cadre fasse de telle sorte que toute l'information qui est là soit comparable. 2, il faut qu'elle soit obligatoire, pas optionnelle et il faut qu'elle soit auditée. Le fait d'avoir ces 3 caractéristiques-là, ce que ça permet de faire, c'est que ça oblige, pour des questions de gestion de risque réputationnel, c'est les acteurs qui font beaucoup de flafla et de bruit sans être réellement engagés, de se retenir, avoir de la retenue parce que le fait que l'information soit comparable, obligatoire et auditée peut exposer les imposteurs versus ceux qui sont réellement engagés pour pouvoir, en termes d'actes législatifs, contribuer à avoir des chances de succès plus grands. Donc, il est 4 heures passées, puis j'aurais un paquet d'autres choses à dire, mais je vais m'arrêter là pour qu'on puisse donner du temps pour les questions. Mais vraiment, quelque chose d'audité, de comparable et d'obligatoire serait des facteurs à obligatoirement inclure dans tout encadrement législatif par rapport à l'information qui est divulguée par le secteur financier sur ces sujets-là. Voilà. Merci beaucoup, Bernard. Puis ça pourrait éviter aussi, mais comme il a été mentionné quelquefois, de l'éco-blanchiment ou autre choses comme ça, de pouvoir divulguer, peut-être dire qu'on fait certaines choses, mais finalement, c'est pas ça réellement qui se fait. Merci. Puis oui, en effet, le temps passe. J'essaie de regarder un peu où est-ce qu'on s'en va et tout ça. Moi, j'aimerais ça quand même, avant de pouvoir donner la parole aux gens ou sinon que les gens puissent vous poser des questions. Donc, on voulait quand même, dans le cadre de cet événement-là, pouvoir outiller les gens qui nous écoutent, les citoyens, les citoyennes. Des fois, on l'a dit au départ, quand il est question de finances, des fois, on se sent dépourvu de moyens, on ne sait pas trop quoi faire, quelle action poser, quel geste poser.
Et donc, je voudrais juste m'assurer de vous poser la question à savoir quels sont les outils qui sont disponibles pour agir comme citoyen et citoyenne, pour agir sur la finance durable. Ça peut être autant peut-être des questions à poser à notre institution financière, mais ça peut être aussi peut-être de votre part des documents, des rapports, des liens pertinents pour pouvoir s'informer davantage, pour pouvoir creuser les questions dont on vient de parler aujourd'hui, qui sont hyper importantes, connaissant l'impact de la finance sur les changements climatiques actuels. Donc voilà, Bernard, je retournerai avec toi. Si tu as quelques propositions à nous faire, un petit 2 minutes, voilà. Oui, oui, 2 minutes. OK, je vais essayer de tenir le défi. Alors, pour tous ceux qui nous écoutent, en tant que citoyen, on a du pouvoir. On a du pouvoir dans ce qu'on consomme. On a du pouvoir dans ce pour quoi on vote. On a aussi du pouvoir dans qu'est-ce qu'on fait de notre argent. Où est-ce qu'on le place? À quel endroit on l'envoie. Et ça passe entre autres par le pouvoir de façon assez régulière, poser des questions à nos institutions financières, aller, je sais que ce n'est pas l'activité la plus enthousiasmante pour tout le monde, mais aller aux assemblées générales de nos institutions financières, de nos fonds de retraite, que ce soit au Canada, que ce soit au Québec. Je vous assure, ce n'est pas toujours plate, ce n'est pas toujours endormant. Ça peut donner lieu à ce qu'en tant que citoyen, on puisse poser des questions de pourquoi est-ce qu'il y a telle portion du financement qui touche les énergies fossiles. Quels sont obligatoires, spécifiquement les actes qui ont été posés pour aller au niveau du scope 3. Donc, quand il parlait en tant que question financière, quels pas ont été faits pour avoir de la divulgation d'informations qui est, je me répète, auditable, qui est obligatoire, qui est comparable. Et on n'est pas obligé de faire ça tout seul. On peut s'associer à des regroupements d'investisseurs qui font à la fois de la pédagogie, sur tout le jargon et tous les enjeux de finances, et aussi qui peut permettre de pouvoir s'accompagner sur comment poser des questions dans des assemblées, soit d'actionnaires ou des assemblées d'institutions financières. Donc, mais vraiment, en tant que citoyen, l'argent qu'on possède nous donne du pouvoir. Et c'est pas vrai qu'on est démunis dans cette immensité qu'est le système financier face à l'urgence climatique. On a ce pouvoir-là et il ne faut pas le sous-estimer parce que chacun individuellement qui pose ce genre d'acte-là, c'est ça qui permet de faire avancer la société tout ce temps qu'on est. Donc, j'ai dépassé un peu mon 2 minutes, mais ça, c'était un angle que je voulais absolument partager. Merci beaucoup. Puis c'est vrai qu'en ayant de l'argent, en voulant le mettre, par exemple, à la banque, on a un certain pouvoir avec cet argent-là d'exercer une différence également. Et donc, Karine, je passerai à toi, peut-être nous dire avec le projet de loi en cours, comment, comme citoyen, si on est intéressé, comment on peut mettre un peu plus de pression pour que ça se réalise tout ça. Oui, en fait, oui, c'est super d'actualité là. Notre projet de loi, ils ont commencé l'étude il y a 2 semaines, je dirais, sans donner d'informations confidentielles, que on fait face à plusieurs défis. On n'a peut-être pas que des fans de l'action climatique autour de la table décisionnelle dans ce comité. Donc, d'avoir une étude qui soit sérieuse et rigoureuse, qui permettrait à tout le monde d'en apprendre, hein, parce qu'on s'entend qu'à part le dialogue qu'on vient d'avoir, on n'en parle pas beaucoup tant que ça là, de ces enjeux-là. Donc, ça permettrait d'en apprendre, et pour les sénateurs et pour tout le monde. Donc, si vous voulez écrire au comité pour dire c'est important d'avoir une étude rigoureuse, d'entendre des experts climatiques, ce serait une très bonne idée.
Je dirais plus globalement aussi de juste peut-être passer par-dessus un sentiment d'imposteur qu'on peut avoir, que j'ai entendu chez quand même plusieurs activistes climatiques, dire la finance est beaucoup trop compliquée, ils ont des très beaux suits, ça nous impressionne, on veut rien faire. Mais faut savoir que, je veux dire, peut-être, mais eux, Bernard, je parlais pas de toi. Mais il est beau ton suit. C'est trop tard, j'ai enlevé mon suit. Moi aussi, j'en ai des sous, mais en tout cas, bref, on s'en fout. Mais tout ça pour dire, tu sais, eux ne connaissent rien sur le climat. Donc, c'est une conversation inconfortable entre deux types de connaissances qui doit avoir lieu. Donc, je vous encourage à l'avoir. Comme il disait, vous parlez à vos institutions financières directement. Et sinon, j'avais mis je pense que Marie l'a repartagé. Je pense pour la première fois cette année, il y a eu un contre-sommet du peuple en anglais on dit à Bâle, qui est là où se rencontrent toutes les banques centrales mondiales c'est comme la rencontre au sommet là. Et donc là, il commence à avoir un mouvement citoyen de contre-sommet, donc ça peut être quelque chose qui peut vous intéresser. Ils ont fait un manifesto cette année qui va beaucoup dans la même direction que notre projet de loi. Donc je pense que le mouvement climatique s'intéresse tout d'un coup à la finance, ne peut qu'être une bonne chose. Super, merci beaucoup, Karine. Oui, c'est ça, puis le lien a été mis dans le chat. Mais merci pour ces précisions sur CAFA. On va suivre ça avec intérêt, bien sûr. Julie, du côté de Oxfam Québec, bien sûr, vous vous adressez souvent aux citoyens et aux citoyennes. Sûrement, tu as quelques propositions à nous faire. Ben oui, tout à fait. Je vais commencer avec la base, là, puis ça vient un petit peu avec je veux pas révéler du scoop non plus de notre côté, mais je veux dire, tranquillement, il y a de plus en plus d'alignement entre cette complexité-là là, de la finance durable, puis où est-ce que le citoyen se trouve et tout ça, puis le moment des impôts au Québec, de voir qu'est-ce que notre argent finance, puis de faire le lien entre le contexte tellement grand qui est la finance durable à l'international, le Canada, les impacts du secteur pétrolier, et concrètement, moi, mon fonds de pension, mes impôts, mes placements, ils financent quoi? Donc, c'est certain que chez Oxfam, on a une volonté de vulgarisation, puis cette volonté de vulgarisation-là fait entre autres le sujet de plusieurs campagnes. Si je me permets quelques chiffres, parce que chez Oxfam, on est très, très fort sur les chiffres pour imager nos propos. Ben, pour un solde de seulement 25 000 détenu chez Desjardins, là, un Québécois finance à l'échelle individuelle l'équivalent d'à peu près 65 de son empreinte carbone. Ça signifie qu'en fonction de son choix, tout simplement d'institutions financières, ben, l'épargnant québécois et ou canadien peut avoir, statistiquement parlant, un impact majeur sur les émissions des GES qu'il finance. À fonction de son choix, les émissions financées par son épargne représentent une part plus ou moins grande de sa propre empreinte carbone, bien évidemment. Donc, concrètement, ce choix d'institution-là, ben, dans un contexte de crise environnementale historique, c'est pas une mince affaire, considérant que ce choix-là renvoie non seulement à son empreinte personnelle, mais également permet de faire pression sur le choix des investissements des institutions financières. Si de plus en plus d'individus décident de réorienter leur portefeuille, leurs investissements vers des secteurs verts, hein, vers l'économie de soins, vers les technologies vertes, on va remarquer ce même shift-là au sein des institutions financières. La pression actionnariale est très, très forte. Participer, donner votre voix lors des assemblées actionnariales, c'est aussi très, très, très important. Donc, simplement avoir aussi une discussion avec son ou sa conseillère financière par rapport à ce que finance notre portefeuille peut avoir un réel impact. Puis, comme je le mentionnais, ben, on mentionnait de peut-être partager de la documentation là, pour informer. Ben, c'est ça, je me permettrais peut-être d'abord de partager le rapport banque qui, à la base, ben, explique c'est quoi ce fameux scope 3-là, niveau 3-là, pourquoi c'est important, pourquoi concrètement, ben, à l'échelle locale, on a peut-être un impact à l'international. Puis qu'est-ce qu'on peut faire dans les faits? Parce que oui, ça reste nébuleux, puis on essaie de vulgariser tout ça, mais nos recommandations à la fin, dans les faits, concrètement, qu'est-ce qui pourrait nous aider à prendre le prochain pas? On a également un beau rapport bien résumé, ou en tout cas le résumé d'un rapport là, sur l'action climatique à la COP, le financement climatique à la COP. Comment ça fonctionne? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas atteint nos objectifs présentement? Ce fameux 100 milliards de dollars-là par année d'ici 2020 n'a pas été atteint, n'a même pas été proche d'être atteint. Pourquoi? Comment on calcule ça? Puis, on a plusieurs, dans le fond, là, je vais arrêter je rentre dans trop de détails, mais on a plusieurs rapports comme ça de vulgarisation que je pourrais absolument partager là, si jamais on souhaite s'informer davantage sur différents sujets en matière de finances climatiques et finances durables.
Bien, merci beaucoup pour vos propositions. Ça donne envie d'agir. Je pense que l'événement aujourd'hui, ça nous a démontré que l'étendue du travail à faire, mais sinon, l'importance de travailler sur des politiques publiques plus structurantes au niveau de la finance durable, finance climatique. Mais aussi, ça démontre que comme citoyens et citoyennes, bien, on a la possibilité de pouvoir agir, de s'informer et d'avoir peur finalement de ce monde de la finance durable qui peut être parfois un peu justement intimidant. Donc, on a mis plusieurs liens dans le chat également qui peut nourrir la discussion puis la conversation. Donc, on va passer on a reçu quelques questions du public. Puis moi, avant de passer aux questions du public, je vais faire mon autopromotion de la coalition sur la Caisse du carbone. Juste pour vous dire que nous autres aussi, on travaille sur les politiques publiques. Là, on travaille fort pour moderniser la loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec. Puis je vais vous mettre un projet un communiqué, en fait. Donc, on a accueilli positivement le projet de loi de Québec solidaire qui vise à modifier la mission de la Caisse de dépôt et placement du Québec pour qu'il y ait des objectifs durables et sociaux qui soient intégrés. Donc, pas juste penser à de la rentabilité et du développement économique, mais qu'on pense davantage aux impacts de ces investissements-là sur les communautés, sur la planète, la nature, l'environnement. Fait que je vous mets le communiqué juste là, si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus sur le travail qu'on fait sur la loi sur la CDPIC. Voilà. Donc, la première question, Karine, elle était adressée, ma chère. Quel pouvoir d'agir pour mettre en place des règles plus fermes nationalement et à l'international? Voilà, quel pouvoir d'agir pour mettre en place des règles plus fermes? Voilà. Est-ce qu'on a ce pouvoir-là? Je pense que oui. Et au niveau dans la vision et la gestion de l'urgence climatique. Voilà. Ah, excuse-moi, oui. Ben, en fait, je pense que j'ai consciemment répondu à la question dans mes dernières réponses, mais je vais réitérer la même chose. Je pense qu'on a le pouvoir qu'on se donne. Il y a aucun pouvoir qui est donné volontairement par qui que ce soit. Mais je dirais, tu sais, comme quand ma patronne et moi avons décidé de commencer à faire ça, on était extrêmement nerveux. Tu sais, elle-même, elle est ingénieure, elle ne vient pas de ce domaine-là. On pouvait être vus comme des bébites extérieures, mais je dirais qu'un an et demi plus tard, ils commencent à nous prendre au sérieux un petit peu, puis on voit déjà que ça a changé les choses. Fait que je dirais, soyons courageux et puis entamons des discussions inconfortables avec des gens dont la qualité principale est juste de faire beaucoup plus d'argent que nous. Donc, c'est impressionnant, mais on peut passer par-dessus ça. C'est sûr que c'est un enjeu qui est complexe, ben, comme la lutte au changement climatique, dans le sens que on a libéralisé les marchés presque partout sur la planète. Les multinationales nos institutions financières vont investir à l'étranger, mais c'est pas une raison pour ne pas agir. Là, du fait qu'une institution financière est gouvernée par les lois du Canada, je pense que ça nous donne assez d'emprise pour exiger qu'elle se comporte partout de la même manière, parce que ce qu'on voyait aussi, c'est carrément que c'est une atteinte à la compétitivité du Canada, dans le sens qu'on s'est doté de cibles, et bon, on peut critiquer les politiques que nous avons, mais nous en avons. Et ensuite, on a nos institutions financières qui vont investir dans du charbon en Inde, parce qu'ils peuvent plus le faire ici, ils vont le faire là-bas. Fait que ne serait-ce que d'insister pour une cohérence, je pense que c'est pas trop demandé, et c'est la réglementation de notre système financier, c'est le bout, la pièce de puzzle qui nous manque pour atteindre nos objectifs climatiques puis dans la politique climatique canadienne. Fait que c'est tout à fait légitime que des activistes climatiques s'y intéressent. Et puis j'ai eu de l'information de quelqu'un qui travaille au sein de la Caisse de dépôt, puis le travail que Christelle fait et que les activistes font depuis des années, ça a été absolument fondamental dans le fait que la Caisse de dépôt est maintenant vue comme un genre de leader au Canada, sans pression externe, aucun mouvement interne. C'est tout.
Merci, Karine, de dire ça. C'est encourageant. Des fois, on se demande l'impact qu'on a comme activiste, mais c'est bien. Merci beaucoup. Je vais vous poser une question. Peut-être ça mériterait de répondre avec un verre de vin rouge, mais sinon, je vous le lance. La personne qui veut attraper la question au bon, qu'est-ce qu'on doit enclencher rapidement? C'est quoi les priorités? On a parlé de tellement de choses. Qu'est-ce qu'on priorise? Sur quoi qu'on doit travailler en priorité actuellement le 4 décembre 2023? Julie, Bernard, voulez-vous répondre à cette question? Ben, ma réponse sera courte. Je me permets de la lancer tout de même. Euh, je me permets tout simplement de soutenir l'urgence de la mise en œuvre du projet de loi S243. Je pense que ça a été la base de non seulement beaucoup de notre travail chez Oxfam Québec depuis qu'on fait de la finance durable, mais d'avoir cette fenêtre d'opportunité-là avec une sénatrice, comme Karine disait, qui a cette espèce de liberté-là, d'avoir aucune ligne partisane et de pousser des projets qui sont vus comme étant plus radicaux, mais bien nécessaires aujourd'hui. Je pense que de notre côté, du côté, comme on dit, activiste et tout, de pousser ce genre d'initiative-là, c'est très, très, très important. Et au niveau citoyen également, là, si vous pouvez le faire, allez soutenir le projet de loi. Je me permets de le réitérer. On a tellement d'autres pistes de solutions, c'est certain. Je pense que, tu sais, c'est ça, j'ai nommé transparence, harmonisation, réglementation. Tout est important, là, mais je vais me permettre concrètement de soutenir cette action citoyenne et activiste-là, alors, le 4 décembre à 4h30. Parfait. Merci beaucoup, Julie. Est-ce que Bernard, tu aurais une piste de réponse pour nous? Sinon, je peux poser la Oui, prochaine question. ouais, effectivement, il y aurait beaucoup de priorités, mais en complément de ce ce qui a été indiqué, parce que je suis d'accord sur l'aspect législatif, trouve qu'il y a un potentiel d'impact assez important et structurant sur le long terme. Euh, mais pour nos participants qui sont là, moi, je mettrais une priorité sur la question de la littératie financière et pas la tête financière telle qu'on en parle sur les points de c'est quoi un actif, un passif, un placement, etc. Mais le fait que le pouvoir est détenu par les individus et donc de mettre en priorité des programmes de pédagogie et d'information pour que le grand public puisse être encore plus conscient du pouvoir qu'il détiennent, pour que, à côté de toute la société civile et des autres acteurs, ils fassent partie aussi de la solution, plutôt que de se sentir comme à la fois impuissants et ignorants de tous ces enjeux-là, alors qu'ils ont aussi leur rôle à jouer. Merci beaucoup, Bernard. C'est une belle réponse à une question assez complexe. Merci beaucoup. Je pense que Marie voulait donner la parole à Emmanuel après cette réponse. Marie? Oui, c'est bon. Emmanuel, vous pouvez normalement débrancher vos micros puis intervenir. Merci. Est-ce qu'on m'entend du coup, ouais? Vous Oui, m'entendez? on vous entend. Merci, bonjour. Merci déjà à tout le monde pour ce dialogue, c'est vraiment super. Enfin, là, c'était la première fois pour moi que j'arrive. Mais je voulais reparler un peu quand on parlait de la publication des indicateurs des industries, par rapport à comment est-ce qu'on peut pousser à la transparence de ces indicateurs, des émissions. Est-ce que comment assurer qu'il y ait des bons calculs qui sont rapportés pour après mettre pression à ces politiques, et est-ce que ce sera des experts indépendants qui feront ça? Merci beaucoup. Emmanuel, est-ce que une personne veut répondre à cette question? Ben, je peux lancer un début de réponse. Oui. C'est certain, tu sais, j'ai mentionné plus tôt plusieurs associations, coalitions qui existent et qui ont leur propre méthodologie. Il y a plusieurs méthodologies de calcul qui existent.
c'est certain qu'elles ne prennent pas en compte toutes les mêmes indicateurs, justement, d'où la nécessité d'uniformisation. Si je peux donner un exemple de méthodologie qu'on sous-tend là, entre autres dans notre rapport, qu'on soutient particulièrement, c'est la méthodologie de calcul de Carbon for Finance, qui est une méthodologie de calcul, une méthodologie qui est internationalement reconnue comme étant l'une des plus rigoureuses en matière de calcul des émissions scope 1, 2 et 3. Ce sont normalement des méthodologies qui sont élaborées, oui, par des experts indépendants ou des experts indépendants. Là. Puis, mais c'est ça, au final, la question est dans la fameuse entente sur ce qu'on va devoir mettre de l'avant, puis cette fameuse méthodologie-là sur laquelle on va devoir s'entendre. Pour le moment, c'est un des enjeux contentieux là, de la chose, de la finance durable. Merci, Julie. Est-ce que Bernard, tu voudrais Un ajouter quelque complément, chose? oui, un complément rapide. Si j'ai bien compris la question d'Emmanuel par rapport à la question de la transparence, il s'en vient, c'est même peut-être déjà commencé, des consultations qui vont se faire. Il existe au Canada ce qu'on appelle le Conseil canadien des normes d'information sur la durabilité. Ça dépasse même juste la question de l'information financière. Ça concerne la durabilité en général. Puis, il y aura des consultations qui vont inclure les ACVM, les autorités canadiennes en valeur mobilière, coast to coast, vraiment sur le Canada, qui, je l'espère, avec ces consultations-là et ce qui va résulter de tout ça, va pouvoir permettre d'avoir un cadre qui permet ce que j'appelle le tout BV de tantôt sur la question des cadres de divulgation qui sont non seulement transparents, Emmanuel, mais aussi auditables, qui sont comparables et qui sont obligatoires. Donc, un complément à ce que Julie disait par rapport à la réponse d'Emmanuel. Merci beaucoup. J'espère qu'on a répondu à votre question, Madame Emmanuel. Voilà. Je m'excuse, je n'ai pas votre nom de famille au complet. Donc, merci pour tout. Je pense qu'on va clore ici le panel avec vous, chers panélistes. C'était vraiment super enrichissant de vous entendre. Et je pense qu'on a encore beaucoup de choses à dire sur la finance durable, mais déjà, je pense qu'on a abordé plusieurs questions. Fait, je vais juste vous représenter pour être sûr que les gens qui sont intéressés à connaître un peu plus votre travail. Donc, on avait donc Karine Pelofi, qui est conseillère aux affaires parlementaires au bureau de la sénatrice indépendante Rosa Galvez. Voilà, Julie McClatchy, aussi analyse politique chez Oxfam Québec, et Bernard Ndour, directeur général à Cap Finance. Voilà, merci beaucoup. Et Marie, peut-être tu voulais dire quelque chose? Oui, je vais faire le mot de la fin. Je vous remercie énormément d'être intervenu sur ce panel-ci. Merci beaucoup. Ça fait des discussions très, très enrichissantes. Merci Christelle d'avoir animé le tout, évidemment. C'est super. Puis c'était une belle discussion. Puis évidemment, toute cette discussion est enregistrée, donc elle sera disponible d'ici peu sur notre chaîne YouTube. Puis vous pouvez évidemment vous inscrire et répondre à notre super sondage pour savoir comment vous avez trouvé ce panel. J'espère qu'il vous a plu parce que moi, il m'a plu en tout cas. Et merci encore. Merci beaucoup. Puis n'hésitez pas à venir aussi à d'autres événements des dialogues pour le climat. Il y en a beaucoup.